Bonjour et bienvenue au balado En tête à tête avec la migraine de Migraine Québec. Je m'appelle Lise Ferland et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour notre sujet qui porte sur le travail et la migraine. Donc, pour les gens qui vivent avec la migraine et qui travaillent, il peut y avoir plusieurs défis, mais du côté des employeurs aussi, on peut vivre certains défis. On veut tous agir correctement. Il y a tout de même un cadre légal à respecter. Bref, c'est un sujet qui peut nous donner bien des mots de tête, disons-le. Alors, pour y voir plus clair, aujourd'hui, nous recevons Maître Vanessa Lapointe. Je vais vous laisser vous présenter brièvement pour débuter la rencontre. Merci pour cette introduction. Effectivement, un sujet compliqué et intéressant. Donc, Vanessa Lapointe, je suis avocate en droit du travail et de l'emploi et je suis également une migraineuse chronique. Donc, je viens avec la perspective juridique et pratique. Puis, parlant de l'aspect juridique, aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir, je vais simplement inviter les gens à la maison qui écoutent ça à savoir qu'on parle ici de manière informative. Si vous avez besoin de conseils juridiques, on vous invite à vous référer à un avocat qui pourra vous aider à travers tout ça. Mais merci beaucoup et je pense que vous allez amener vraiment une perspective super intéressante à notre rencontre. Il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils vivent avec la migraine et travaillent, vont parfois hésiter à en parler dans leur milieu de travail. Il y a comme un certain malaise de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi les gens peuvent se sentir comme ça? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une réponse qui est très complexe, mais effectivement, il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de tout ce qui sont les conditions et maladies qui sont invisibles. Donc, si je me casse un bras, puis je travaille dans une usine, tout le monde va comprendre pourquoi je suis pas au travail. Mais si je travaille devant un ordinateur toute la journée ou avec des clients ou sur la route et que ma migraine me rend incapable de travailler, il y a encore, je pense, un certain scepticisme, que ce soit de notre employeur ou de nos collègues, à dire, elle voulait un vendredi ou un lundi de congé. Donc, il faut beaucoup travailler sur la sensibilisation, là, ce qui fait partie notamment de notre conversation aujourd'hui, mais également de la mission de Migraine Québec. Puis là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est un peu dans cette situation-là. Puis peut-être que vous vous demandez, est-ce que je dois dévoiler à mon employeur, à mes collègues de travail que je vis avec la migraine? Qu'est-ce que vous leur diriez à ce sujet-là? Alors, au niveau juridique, il peut y avoir, dans certaines situations, des obligations de dénoncer à son employeur les symptômes qu'on a, les limitations fonctionnelles qu'on a et parfois même le diagnostic. Mais au niveau plutôt moral là, ou pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est vraiment à la discrétion de chacun. C'est certain que plus on en parle, plus on sensibilise et plus les gens autour de nous vont comprendre la condition. Mais ultimement, c'est sûr que l'employé aura certaines obligations de justifier ses absences, puis on pourra parler là, des paramètres autour de ça, mais de justifier ses absences envers son employeur et éventuellement, eh bien, la condition là, va survenir dans la conversation. Puis pour l'employeur qui reçoit cette information, est-ce qu'il y a certaines obligations ou est-ce qu'il y a des enjeux particuliers auxquels il doit porter attention? Oui, tout à fait. Je commencerai par mentionner que la Charte des droits et libertés du Québec protège comme motif de discrimination le handicap. Bon, c'est un drôle de mot quand on pense à handicap et migraine, mais effectivement, les conditions médicales sont des handicaps en vertu de la Charte. Donc, l'employeur a l'obligation de ne pas discriminer quelqu'un qui se déclarait comme ayant cette condition ou toute autre condition médicale et d'accommoder la personne dans le milieu de travail. Donc, ça, c'est un des cadres qui est bien, bien important. Bien sûr, cette obligation-là a certaines limites, là, puis je pourrais en reparler. Mais ça, c'est une obligation qui est très importante. Et également, les congés médicaux ici au Québec, en vertu de la loi sur les normes du travail, sont des congés protégés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, je pars pendant une semaine ou deux ou plus, même en raison d'une condition médicale comme la migraine pour obtenir traitement ou autre, mon emploi doit m'être encore disponible ou du moins mon employeur doit me redonner un emploi aux mêmes conditions que celui que j'avais avant de quitter. Donc, si quelqu'un me remplaçait pendant mon absence, j'ai droit à réintégrer mon emploi. Bien sûr, il y a des exceptions et des balises à tout ça, mais de manière générale, de savoir qu'on a un congé qui est protégé, c'est quelque chose qui est très important. Oui, tout à fait. Ça enlève un stress qui peut être ressenti. Exact. Puis je dirais aussi qu'au niveau de l'employeur, c'est une information importante à savoir parce qu'on ne peut pas simplement dire la personne n'est pas là pendant quelques semaines, donc on va la remplacer. Puis quand elle va être prête à revenir, bien, peut-être qu'on la congédiera ou peut-être qu'on la déplacera dans un emploi qui est moins intéressant ou moins rémunérateur. Il faut faire attention parce qu'il y a des règles autour de tout ça.
Puis pour les absences plus ponctuelles, donc la personne qui a un épisode de migraine qui doit s'absenter pour 1 ou 2 journées, est-ce qu'il faut absolument avoir un billet médical? Alors, c'est sûr que c'est le propre de la migraine que ce sont des absences plus courtes et plus ponctuelles, souvent, et non des absences de plusieurs semaines. Donc, c'est quelque chose qui devient un irritant tant pour les employés que les employeurs. Et puis, certains à la maison savent peut-être que depuis le 1er janvier 2025, il y a effectivement des restrictions autour de ce que l'employeur peut demander comme billet médical. Mais je pense que parfois, cette restriction-là peut être un peu mal comprise, donc on peut en parler pendant un moment. En fait, depuis le 1er janvier 2025, l'employeur ne peut pas requérir ou obliger l'employé de fournir un certificat médical pour les 3 premières absences de 3 jours ou moins consécutifs dans la même année. Donc, ce que ça veut dire, c'est si un mardi, je me lève, j'ai une migraine épouvantable, je ne suis pas capable de rentrer au travail, mon employeur pourrait me dire, d'accord, pas de problème, as-tu un billet médical? C'est pas illégal de le demander. Si l'employeur dit, oui, justement, je suis allé à l'urgence ou voir mon neurologue, vous pouvez soumettre, mais l'employeur ne pourrait pas vous discipliner en disant que votre absence est non justifiée parce que vous n'avez pas fourni de billet médical. Ensuite de ça, il y a une pratique maintenant là, qu'on voit de plus en plus depuis le 1er janvier 2025 où les employeurs vont demander au moins à l'employé de justifier leur absence par écrit. Donc, on envoie un courriel disant « Je suis absent, je suis absente pour cause de migraine ». Il n'y a pas de loi contre ça. Mais vous comprendrez que de demander à quelqu'un qui a une migraine une journée de se rendre à l'urgence pour aller chercher un billet médical, moi, je le sais d'expérience, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. On veut rester à la maison, dans le noir, s'étendre, puis laisser passer le cœur le cœur de la tempête, là, finalement. Donc, on essaie de restreindre ces allées et venues pour les gens et aussi, ça allège grandement le fardeau là, pour le système médical. Puis, si, bon, il y a plusieurs absences pour raison de migraine, est-ce qu'à un moment donné, l'employeur peut poser certaines questions? Effectivement. Bon, tout d'abord, après les 3 premières absences de 3 jours au moins, l'employeur pourra requérir le billet médical. Puis l'idée derrière ça, c'est de dire, mais clairement, la personne n'a pas simplement une maladie ponctuelle, mais bien une condition. Et l'employeur a le droit de tenter d'évaluer à quel point ça va impacter l'emploi de la personne, la productivité de l'équipe, de l'entreprise. Donc, l'employeur pourrait demander à l'employé, par exemple, d'aller voir son médecin traitant et de faire remplir un formulaire où on comprend mieux les limitations, où on comprend mieux les perspectives de guérison, l'impact de la médication pour pouvoir, lui, l'employeur, mieux gérer ses activités et par ailleurs mieux accommoder l'employé là, dans cette limitation qui est la migraine. Puis, j'aime pas parler de migraine comme une limitation, là, mais au sens juridique, ça en fait partie. D'accord. Et pour quelqu'un qui en vient à avoir besoin d'un arrêt de travail, j'aimerais que vous nous expliquiez étape par étape comment on doit s'y prendre parce que, bon, particulièrement quand on vit avec la migraine, de chercher ces informations-là, de savoir où on s'adresse, comment on doit s'y prendre, ça doit être très compliqué. Ça peut donner un mal de tête, oui, effectivement. Donc, si vous pouvez nous faire un peu une marche à suivre, je pense que ça serait très utile. C'est sûr que la première étape, c'est d'obtenir de l'information médicale qu'on va pouvoir donner à notre employeur au soutien de notre absence. Bon, il y a des milieux de travail où ça peut être plus informel, plus flexible, puis dire à notre employeur, écoute, je ne serai pas là pendant une semaine. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus rare, là, surtout avec les maladies invisibles. Donc, l'employé devrait aller voir son médecin et obtenir une évaluation de la part du médecin qui, lui ou elle, donnera finalement le billet médical qui va justifier une absence de plus longue durée. Ce billet-là doit être remis ensuite au sein de l'employeur à la personne appropriée, que ce soit les ressources humaines ou le superviseur, etc., là, selon les politiques internes. Et puis, à ce moment-là, l'employeur va évaluer la demande. Il est possible que l'employeur pose des questions additionnelles à l'employé avant d'immédiatement accepter la demande qui est faite. Puis ça fait partie là, du processus d'accommodement où l'employé a certaines obligations de fournir de l'information et l'employeur, lui, en retour, a l'obligation d'accommoder l'employé selon l'information médicale qui est obtenue. Donc, c'est vraiment là, au cœur du médical. Puis si on pense aux prestations d'assurance, eh bien là, c'est le processus avec l'assureur lui-même là, qui est enclenché par l'employé sur la base souvent de la même information médicale. Donc, si je comprends bien, pour débuter, la première étape, c'est d'aller voir son médecin ou médecin spécialiste, exact. avoir le billet médical qui justifie l'absence. Ensuite, on présente ce document-là à l'employeur. Puis, par la suite, bon, il peut y avoir une discussion pour essayer de trouver peut-être une façon de maintenir l'emploi. Oui, bien plutôt d'accommoder la personne de manière appropriée selon la condition. J'ai déjà vu des situations où on avait un billet médical
disons, avec un accommodement suggéré qui était soit une absence de longue durée ou un horaire de travail très réduit. Et finalement, dans la conversation avec l'employé, on peut trouver d'autres accommodements qui non seulement sont mieux pour l'employé, mais également qui posent un fardeau moins lourd sur l'entreprise de l'employeur. Parce que ce qu'il faut savoir, puis j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est que l'employeur a l'obligation d'accommoder l'employé jusqu'à ce qu'on appelle la contrainte excessive. Contrainte excessive, ça veut dire quoi? C'est beaucoup du cas par cas, mais un employeur qui dirait j'ai pas envie de remplacer quelqu'un pendant 2 semaines, normalement, ça ne sera pas une contrainte excessive. Par contre, l'employeur n'a pas, par exemple, l'obligation d'encourir des frais tellement élevés que ça mettrait en péril la viabilité de l'entreprise. Ça, c'est clairement une contrainte excessive. Donc, c'est un peu ça la dynamique entre accommodement, contrainte excessive et justification médicale, là, un genre de triangle, là, si on veut. Donc, c'est pas forcément l'arrêt de travail nécessairement. Il peut y avoir plusieurs autres options qui vont convenir aux 2 personnes finalement. Tout à fait. Puis une liste là, d'exemples serait un milieu de travail plus ergonomique, donc une consultation avec un ergonome pour venir s'assurer que le milieu de travail promouvoit la santé, la sécurité du travailleur. On pourrait penser également à justement des journées plus courtes. On pourrait penser à moins de travail qui nécessite l'ordinateur, un environnement de travail plus silencieux, avec des lumières plus appropriées. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avant d'aller directement à l'arrêt de travail, ce qui est souhaitable normalement là, pour toutes les parties. Donc, c'est une évaluation qui se fait entre l'employeur, l'employé et souvent avec l'information du médecin là, dans tout ça. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. Puis si, au bout de cette discussion-là, ce qui est décidé, ce qui est vraiment mieux pour tout le monde, c'est de prendre une période d'arrêt du travail, c'est quoi les étapes qui suivent ou à quoi la personne peut s'attendre? Eh bien, c'est ça. Donc, on remet le billet à l'employeur, l'évaluation est faite, puis si effectivement, bon, c'est justifié. Puis je dirais que normalement, quand on reçoit un billet d'arrêt médical, c'est pas mal ce qui va se passer. Là, la capacité de l'employeur de s'obstiner, si on veut, et je vous dirais relativement limitée. Mais la personne pourra partir en maladie, entreprendre les démarches pour obtenir des avantages avec son assureur, le cas échéant. Autrement, évidemment, il y a l'assurance emploi qui est disponible à tous. Puis, bon, on applique, on voit notre admissibilité. Donc, c'est sûr que les prestations, ça en fait partie. Puis, l'autre élément, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, à savoir que jusqu'à 26 semaines, en vertu de la loi sur les normes du travail, le congé médical est protégé. Donc, la personne a certains droits de réintégrer son emploi au retour. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, puis je dis ça aussi pour les employeurs, c'est pas parce que ça fait 26 semaines et un jour que la personne est en absence qu'automatiquement, on peut mettre fin à l'emploi. Il demeure cette obligation d'accommodement de laquelle je parlais tout à l'heure. Donc, si on a une perspective raisonnable que la personne va effectivement revenir au travail très bientôt puis que ça cause pas une contrainte excessive, l'employeur va souvent devoir composer là, avec ces accommodements-là. Puis, si je comprends bien, pour la personne qui prend l'arrêt de travail, dans à peu près la majorité des cas, on peut s'attendre à ce que la personne puisse avoir quand même un certain salaire à sa disposition. Ça dépend énormément. Je vous dirais, un travailleur autonome, par exemple, va devoir s'en remettre là, au régime gouvernementaux, donc à l'assurance emploi. Leur admissibilité, là, c'est entièrement déterminé par Service Canada, donc c'est vraiment au cas par cas. Ensuite, si on travaille pour une grande entreprise et qu'on paie des assurances, eh bien, souvent, notre plan d'assurance va prévoir là, certaines dispositions, un pourcentage du salaire, etc. Donc, il y a des options. Par contre, pour être vraiment honnête, c'est pas tout le monde au Québec qui a ces options-là ou qui a des options qui sont, disons, enviables nécessairement.
Puis, lorsqu'on est prêt à réintégrer le milieu du travail, ça, comment ça va se passer? Alors, au moins, il y a la protection là, dont je parlais tout à l'heure. Donc, normalement, on peut imaginer que la personne va retourner dans son milieu de travail, dans son emploi ou dans un emploi là, équivalent. Cela dit, c'est sûr que si on est parti très longtemps, il arrive très fréquemment que la personne ne va pas revenir à temps plein immédiatement. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un retour progressif selon les recommandations du médecin. Et donc là, ça devient toute une danse entre l'employeur et l'employé de gérer ces enjeux-là. Il y a des milieux dans lesquels c'est simple, d'autres dans lesquels c'est compliqué. Donc, c'est vraiment un partenariat, là, dans un monde idéal, un partenariat de collaboration entre l'employeur et l'employé pour gérer le retour au travail de la manière la plus agréable possible pour tout le monde. Puis peut-être que vous avez déjà identifié certains déclencheurs que vous êtes en contact avec au travail, certaines choses qui contribuent au déclenchement de vos épisodes de migraine. Est-ce qu'on peut demander des accommodements en lien avec des déclencheurs spécifiques? Tout à fait. Donc, il y a comme deux procédures, je dirais une informelle et une formelle. On peut aller voir son employeur puis dire, puis moi, je l'ai fait récemment, là, donc je m'en rappelle bien, aller voir mon employeur et dire, ma chaise de bureau me donne des maux de dos, ce qui, pour moi, déclenche des migraines. Est-ce qu'on aurait un autre type de chaise? Puis ça, c'est très simple. Puis souvent, l'employeur va être bien content là, de vous aider avec un accommodement comme ça. Donc, ça, c'est la procédure plus informelle. Mais si on demande un accommodement à dire, par exemple, mais moi, je ne peux pas travailler après 18 heures parce qu'il fait noir dehors, puis le contraste avec l'ordinateur, mais ça me donne des migraines, par exemple. Mais que normalement, vous terminiez à 20 heures, mais là, il y aura peut-être matière à obtenir une justification médicale au soutien de votre demande d'accommodement et de remettre ça à votre employeur dans un processus un peu plus formel si ça pose certaines problématiques, disons, pour les opérations, l'équipe, etc. Puis quand on doit fournir des informations médicales, est-ce qu'il y a comme un certain dossier qu'on doit préparer avec, que ce soit des consultations ou des documents, des formulaires à remplir quand c'est vraiment pour un accommodement pour limiter l'exposition à certains déclencheurs? Je vous dirais que dans ma pratique, ce que je vois le plus fréquemment, c'est un billet du médecin traitant, donc du neurologue. Parfois, les gens vont à l'urgence là, ou vont voir leur médecin de famille, mais souvent du neurologue qui va indiquer quelles sont les limitations de la personne et quels sont les accommodements qu'on veut voir là, par rapport à ces limitations-là. Donc, c'est un papier, là, parfois d'une page, peut-être deux. Par contre, il est possible que si l'accommodement est très complexe ou onéreux, que l'employeur demande davantage d'informations, auquel cas on peut demander à l'employé de faire remplir là, le formulaire du médecin traitant auquel je faisais référence tout à l'heure, qui lui est un formulaire un peu plus engagé là, pour que l'employeur comprenne mieux de quoi il s'agit, puis pourquoi on demande cette limitation-là. Parce que peut-être que le médecin parle d'une accommodation, le médecin va dire accommodement A, moi je pense que ça serait parfait pour monsieur, pour madame, travailleur, travailleuse, mais l'employeur dit non, mais dans notre réalité opérationnelle, c'est impossible. Par contre, on a une panoplie d'autres choses qu'on pourrait faire qui, selon nous, régleraient le même problème ou adresseraient la même problématique. Et donc, ça peut être une discussion entre l'employeur et l'employé, ou ça peut faire partie aussi là, d'une discussion tripartite avec le médecin qui va devoir redonner là, des conseils, ou en fait de l'information médicale au soutien de cette demande-là. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'importance sur le dialogue, puis de pouvoir s'expliquer de part et d'autre pour essayer de trouver les meilleures options possibles. Est-ce que vous avez certains conseils pour favoriser ce type de dialogue? Je vous dirais que la suggestion, c'est vraiment, en tant qu'employé, de donner le plus d'informations possible à son employeur. Parce que, puis souvent, je le vois, là, il y a des employeurs qui nous consultent et puis on reçoit un billet qui dit absence, raison médicale, 3 mois. C'est difficile pour l'employeur de faire une évaluation quand c'est ce niveau-là d'information qu'on a ou doit terminer à midi tous les jours. OK, mais pourquoi? C'est quoi la limitation? Est-ce qu'il y a autre chose que nous, on est capable de faire qui crée une contrainte moins importante, qui peut-être conviendrait très bien à l'employé? Donc, pour l'employé, de tenter de donner le plus d'informations possible à votre employeur, ça peut souvent sauver des étapes de vous demander de retourner à votre médecin, etc. Et pour l'employeur, je pense que c'est sûr que d'avoir une tolérance et une compréhension justement pour les maladies invisibles, c'est super important. Puis d'être un peu créatif. Au lieu de dire « Ah non, je ne peux pas avoir quelqu'un qui travaille à temps partiel, c'est impossible, alors je refuse ton accommodement », mais de penser comment est-ce qu'on pourrait essayer de remanier les choses pour pouvoir accommoder le travailleur, la travailleuse, sans créer là, de contraintes excessives de notre côté. Donc, puis je vous dirais que dans la vie de tous les jours, ce dialogue-là n'est pas toujours très ouvert, transparent, simple, surtout parce qu'on est encore là dans
la déstigmatisation des maladies invisibles, mais de plus en plus, on voit un désir là, pour les parties de collaborer. Puis je peux vous dire par expérience que plus la collaboration est bonne, plus le résultat est bon et plaisant pour tout le monde. Oui, puis justement, Migraine Québec a mis sur pied un programme de migraine au travail qui, je pense, peut venir aider autant les employés que les employeurs. On a parlé peut-être un petit peu plus du point de vue de l'employé aujourd'hui, mais du côté de l'employeur, s'il y a peut-être des employeurs qui sont à l'écoute présentement, est-ce que vous auriez certains conseils que vous pourriez leur offrir pour offrir peut-être un milieu plus accueillant pour les personnes qui vivent avec la migraine ou encore avoir une meilleure compréhension des défis qui sont reliés à vivre avec cette maladie-là? Oui, j'aime bien ce que vous dites par rapport à la compréhension. Donc, je commencerai par cet élément-là. Quand on a un employé qui est migraineux, migraineuse, qui nous demande des accommodements, des congés ou qui simplement passe clairement pas une belle journée au travail, de leur en parler, de leur demander d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être migraineux, qu'est-ce que ça entraîne dans leur vie tant professionnelle que personnelle, et de donner à ces gens-là, si il ou elle le souhaite, là, on veut pas forcer personne, mais une certaine plateforme pour partager là, leur expérience. Moi, je sais que j'ai été une voix assez forte là, dans mon milieu de travail pour parler à mes collègues, de dire, quand je me lève avec une migraine, il faut que j'aille à la cour, voici comment je me sens, voici les difficultés auxquelles je dois faire face. Puis la sensibilisation, c'est vraiment la base. Ensuite de ça, c'est sûr que les employeurs qui voudraient être plus engagés dans une prévention, par exemple, pourraient faire une analyse de leur milieu de travail, que ce soit avec un ergonome ou avec d'autres types de professionnels qui peuvent venir dire « Oh, les néons là, dans les bureaux, c'est pas très propice là, à la santé des gens qui sont migraineux. » Ou encore, est-ce qu'on peut ajuster, par exemple, je disais tout à l'heure, les chaises? Est-ce qu'il y a possibilité d'ajuster les températures? Des politiques, par exemple, autour de ce qui est parfum, crème très, très fortes là, qui peuvent déclencher les migraines. Donc, de comprendre les déclencheurs et de tenter, dans la mesure du possible, de les diminuer. Ça va faire en sorte, du point de vue de l'employeur, que non seulement les gens sont mieux, sont plus contents, mais peut-être qu'on réduit aussi les possibilités de ces absences de courte ou longue durée, là. Et puis, est-ce qu'il y a certains endroits où on peut s'adresser pour avoir plus d'informations ou des ressources qu'on peut consulter pour en apprendre davantage, qu'on soit du côté employeur ou employé? Bien sûr, je dirais que les deux principales, là, puis il y en a certainement d'autres, mais les deux principales auxquelles je vous référais aujourd'hui, c'est effectivement le site web de Migraine Québec. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Il y a le programme Migraine au travail également là, qui fait partie de cette stratégie-là. Et l'autre élément, c'est le site web de la CNSST, donc la Commission des normes d'équité de la santé et de la sécurité du travail, où on vient vulgariser un petit peu là, les droits dont je parlais tout à l'heure et les simplifier. Donc, les droits en vertu de la loi sur les normes du travail, les obligations. Donc, si vous dites combien de semaines elle m'a dit encore que je pouvais prendre puis que ça allait être protégé en vertu de la loi sur les normes du travail, eh bien, ça va se trouver là. On parle également là, sur le site de la CNSST d'un élément dont je n'ai pas parlé, mais du fait que les employés ont droit à 10 jours par année de congés non rémunérés pour maladies, rendez-vous médicaux, obligations familiales et d'autres motifs. Et pour les gens qui auraient 3 mois ou plus de services avec leur employeur, les 2 premiers jours sont rémunérés. Donc, si on essaie de se dire, est-ce que ma journée va être payée? Est-ce que ma journée va être sans solde? On peut aller voir le site web de la CNSST là, pour se rafraîchir la mémoire. Bien, un grand merci pour toutes ces informations. Je pense que ça va avoir éclairé beaucoup de gens à savoir qu'est-ce qui est possible. Puis, je pense que vous avez beaucoup mis l'emphase sur établir une belle communication de part et d'autre. Puis, je pense que c'est vraiment le message à retenir aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on parle des sujets dont on parle aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, site web de Migraine Québec, site web de la CNSST ou consultez un avocat pour des conseils juridiques. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode du balado En tête à tête avec la migraine. Merci beaucoup à notre invité. Merci à l'équipe technique ainsi qu'à nos partenaires AbbVie, Lundbeck, Pfizer et Teva. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.